Et nous passons tout de suite à la communication suivante. Et là, nous quittons le monde de l'image et de la peinture pour celui des discours et de la rhétorique. Parce que la rhétorique ne se cantonne pas aux enseignements qu'on avait auparavant dans les classes de rhétorique sur lesquelles Antoine Compagnon a écrit, mais la rhétorique en fait joue un rôle considérable dans l'organisation des discours dans la société, dans la manière dont nous interprétons ces discours. Et il existe encore aujourd'hui des professeurs de rhétorique. Et c'est le cas d'Emmanuel Damblon, qui est professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de rhétorique, membre de l'Académie royale de Belgique, et qui s'intéresse à la rationalité des discours, à ses limites. Elle travaille sur la rhétorique, sur l'argumentation, sur l'épistémologie et sur les théories du complot. Elle a publié de nombreux livres, en particulier L'homme rhétorique, paru au CERF en 2013. Et aujourd'hui, elle nous parle de ces signes qui ne trompent pas, retour sur la fonction interprétative en rhétorique. Bienvenue Emmanuel. Merci beaucoup William et merci aussi pour cette magnifique invitation qui donne vraiment à penser sur un mode interdisciplinaire qui m'est particulièrement cher. Et je pense que la présentation de Yann, enfin plutôt, il y aura quelques échos et certainement évocations avec la présentation de Yann. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, c'est parfait. Alors, des signes qui ne trompent pas, vous allez voir, ça va pouvoir déjà être interprété de deux façons différentes. Et ma thèse sera assez simple, c'est que notre société contemporaine et héritée de l'épistémologie de la modernité nous a fait perdre une compétence qui en fait était très très précieuse, et cette compétence, c'est celle de l'interprétation des signes. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer, à partir de mon expérience d'analyse des théories du complot aujourd'hui, c'est que reconnaître le fait que nous sommes devenus incompétents dans l'interprétation des signes, il va d'un élargissement de notre conception de la rationalité et peut-être d'une révision de certains de ces critères. Et donc, c'est, je crois, je terminerai mon intervention sur ça, l'angle par lequel nous devons poser un diagnostic réaliste sur les théories du complot qui renouent sur un mode particulier qu'on peut appeler dégradé, avec un besoin humain et rationnel d'interpréter les signes. Alors, pour commencer, on va faire une petite promenade archéologique dans un monde qui savait comment interpréter des signes et qui avait même un vocabulaire et un lexique pour ça. Et ensuite, nous allons, bien entendu, arriver, comme William vous l'a fait deviner, à la rhétorique, qui est une discipline, un art, une technique, un artisanat qui était en grande partie destiné à l'interprétation des signes. Alors, si on retourne dans la Grèce archaïque, vous avez le beau livre que Vinciane connaît bien, évidemment, de Marcel de Thienne, où il parle de ça. Il met en scène trois personnages qui sont préposés à dire la vérité. Je n'entre pas dans les détails, il y a l'Aède, le devin, le roi de justice, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que derrière ce terme de vérité, en grec aletheia, il y a des figures qui ont des fonctions différentes et qui tournent autour du fait de ne pas mentir, de ne pas tromper, de dire le vrai, de dire le juste, voire de garantir l'ordre du monde. Donc simplement, ici, c'est pour vous montrer que ces figures derrière lesquelles il n'y a pas que le prophète, mais il y a aussi, surtout le prophète, représentent ou incarnent des fonctions de la vérité que nous avons en partie perdues. Premier jeu de mots sur des signes qui ne trompent pas, le poète qui est qualifié d'abseudes, ça veut dire qu'il ne vous trompe pas et qu'il sait comment interpréter les signes. Alors, si on retourne à Jean-Pierre Vernant, qui a vraiment fondé cette école importante, qui a remis en cause un petit peu cette
épistémologie héritée d'un positivisme qui parlait du miracle grec et dont Vernant parlait en termes de slogan vermoulu. J'adore cette formule. Donc vraiment, il voulait la disqualifier. Et entre autres, dans cet ouvrage qu'il a coédité avec Jean Bottero, spécialiste de la Mésopotamie, il revient avec un titre un peu provocateur, vous l'avouerez, divination et rationalité. Pour nous, c'est presque un oxymore, mais pas du tout. Il vous explique qu'il y a des techniques de divination, et pas uniquement des techniques de divination, qui disent quelque chose de la rationalité humaine. Et il en voit deux principales qui sont différentes, mais dans lesquelles vous allez reconnaître la fonction d'interprétation des signes qui m'intéresse aujourd'hui. Et on commence par la divination inspirée, c'est-à-dire l'oracle, c'est-à-dire quelqu'un qui a été inspiré par un dieu ou par une divinité, et donc qui reçoit un message et qui le renvoie de façon énigmatique, cryptée, obscure, et avec, du coup, obscur, c'est pas un gros mot, c'est pas disqualifiant, il y a une fonction dans l'obscurité qui est justement, quelque part, cette fameuse invitation qui peut être un plaisir intellectuel très grand, très vif, à l'interprétation. Et ce que vous dit Vernant dans cet extrait que vous avez sous les yeux, et c'est très important parce que nous avons effectivement cette représentation du prophète Nostradamus qui est totalement irrationaliste, qui va dire des choses tellement infalsifiables, comme disait Karl Popper, qu'on peut les retourner dans tous les sens. Non, là, ce que pointe Vernant, c'est que l'oracle ne dit pas et n'annonce pas. Il signifie, avec le terme grec semainei, c'est-à-dire qu'il donne à voir en dissimulant, il laisse deviner par le moyen d'une parole énigmatique, d'un dit qui fonctionne, et on retrouve tout le vocabulaire dont on a entendu parler depuis hier matin, évidemment, signe obscur, décryptage, et un point très important sur lequel je reviendrai, c'est qu'il fait appel à l'intelligence des hommes, ce qui est peut-être une des fonctions, évidemment, de notre rationalité. Ça, c'était pour la divination inspirée. À côté de ça, il y a la divination technique. C'est autre chose. Si vous voulez, dans la divination inspirée, c'est l'interprétant qui va lui-même devoir deviner, interpréter la parole poétique qui lui est donnée. Ici, dans la divination technique, c'est qu'on fait appel à des techniciens qui regardent dans les écailles de tortue, dans les accidents du paysage, dans la formation des nuages, dans le vol des oiseaux, dans les lignes de la main, que sais-je, les supports sont nombreux et infinis, mais ce spécialiste, il a une technique qui correspond à un fameux code de déchiffrement qui est ce qui nous intéresse. Mais donc il a, avec sa technique, son code de déchiffrement et son support, un ensemble, il opère un travail systématique, c'est ce que nous dit Vernant, sur différentes classes de signes. Ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est que Vernant commente cette technique en disant, pour les Grecs, la réflexion sur les signes a été pour l'essentiel menée à partir et en fonction du langage, alors que vous l'avez vu un peu plus haut dans l'extrait, il dit que cette dimension linguistique, philologique de cette technique n'a pas été tellement étudiée en tant que telle et que donc l'étude a été laissée aux philosophes, pour le meilleur certainement, mais peut-être en partie aussi pour le pire. Je ne suis pas du tout en train de disqualifier les philosophes, au contraire, mais simplement de déplorer que les linguistes et les philologues ne se soient peut-être pas aujourd'hui davantage emparés de ce phénomène qui nous importe. Ici, je vais essayer de passer vite pour ne pas trop prendre de retard. Ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est que pour Vernant, le corpus idéal et évidemment privilégié, c'est le corpus des médecins. C'est-à-dire que quelque part, au départ, la médecine, c'est un art de l'interprétation des signes, c'est un art de la divination au sens de deviner à travers les symptômes qu'offre à voir le patient ce qu'il peut y avoir de caché
et qui donnerait lieu à un pronostic ou un diagnostic d'abord et ensuite un pronostic, ce qu'on appelle tout simplement l'anamnèse. Le modèle médical est évident dans toute l'Antiquité. L'épistémologie médicale aujourd'hui est parfois très, très, très éloignée de ce que Vernant nous dit là. Et pourtant, vous avez des médecins, et je vous en présente un qui est un amoureux de la rhétorique et pour cause, parce qu'il a compris ça, Jean-Christophe Weber. Je vous conseille ce très très beau livre qui s'appelle La Consultation, où il témoigne de son activité de médecin avec la conscience aiguë du fait qu'il est en train d'interpréter des signes et qu'il faut, lui-même vous le dit, renouer avec la rhétorique d'Aristote en particulier, mais bien sûr des traités ultérieurs aussi. Et vous voyez, Weber ne dit pas autre chose que ce que Vernant disait à propos de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on a des indices, des traces, des symptômes, des signes, un travail de déchiffrement, bien entendu un savoir référentiel, tout ça n'a rien d'irrationaliste, une doctrine, mais aussi on revient à une intelligence pratique, qui donc n'est pas une intelligence purement logique, syllogistique, voire algorithmique, j'y reviendrai. Et bien sûr, le fait que Weber nous dise qu'elle est tournée vers le passé diagnostique, vers le futur pronostic, lui permet de renouer avec un auteur dont je vais vous parler maintenant aussi, et qui est un auteur qui vient d'une autre discipline, qui est le fondateur de la micro-histoire, vous le connaissez bien entendu, Carlo Ginzburg, qui, à sa façon et par une entrée complètement différente, ne vous dit pas autre chose. Ce que dit Ginzburg dans ce livre qui a fait date plus ceux qui les ont précédés et suivis, c'est un petit peu la même chose. C'est que dans le corpus hérité de la nuit des temps, que forment les mythes, les emblèmes, mais aussi les traces, que sont les traces d'animaux qui intéressent les chasseurs-cueilleurs, etc., on a là tout un paradigme qu'il appelle indiciaire, c'est-à-dire qui permet d'interpréter les indices. Et il faut dire que Ginzburg est, à mon avis, à raison, tout à fait sévère avec les raisons de la disqualification de ce paradigme indiciaire. Donc il vous cite toute une série de catégories sociales ou de métiers qui étaient préposés à l'interprétation des indices, médecins, historiens, chasseurs, pêcheurs, femmes, etc. Il y a tout un chapitre important d'un autre de ses ouvrages sur les historiens de l'art qui ne font pas autre chose, bien évidemment. Ginzburg est très, très conscient de ça. Et il parle d'un savoir conjectural. Et c'est là qu'on va revenir sur la discussion qui a déjà eu lieu plusieurs fois, sur savoir quel est le statut de ce savoir conjectural, quel est le statut de cette fameuse conjecture, de ce fameux indice qui s'offre à l'interprétation. Est-ce qu'il va donner lieu à une preuve, à un indice sûr et irréfutable? C'est un petit peu le cœur, la pierre angulaire, si vous voulez, de ma question. Et en tout cas, ce que cite Ginzburg, en pensant certainement à Aristote qui arrive dans une slide, c'est le mot grec tekmor, tekmairestai, c'est-à-dire ce mot qui veut dire indice et derrière lequel il y a toute cette activité de conjecture. Et comme je vous dis, le couperet de Ginzburg tombe en disant ce savoir est resté implicite parce qu'il a été écrasé par le modèle de connaissance prestigieux et socialement plus élevé qu'élabora Platon. Et donc avant ou pendant cette tension sur la question du statut de cette fameuse conjecture, de ce fameux indice conjectural, je vous remets à ce passage on est dans le premier livre de la rhétorique d'Aristote, où il y a tout un long passage où il dit, il essaye de rendre tout ça le plus rationnel possible, et donc d'essayer de voir comment les arguments qui sont parfois offerts comme des indices vont pouvoir entrer dans un corpus de rationalité qui lui est cher, et dont le modèle est évidemment le syllogisme. Et donc là, il discute du statut du tekmérion,
Et en gros, il commence par dire que c'est un indice nécessaire et qu'en tant qu'il est nécessaire, il devrait être irréfutable et que celui-là s'appelle Tecmérion. Et il vous précise, par nécessaire, j'entends en fait que ça veut dire irréfutable puisque vous pouvez le faire entrer dans un syllogisme parfaitement bien formé. Et puis, il continue un petit peu et vous voyez que ça devient un petit peu plus complexe. Il dit, quand on croit qu'il n'est pas possible de réfuter la proposition énoncée, on croit apporter un Tecmérion. D'accord? Donc, d'une part, un Tecmérion, c'est quelque chose qui a l'air nécessaire parce que ça entre dans un syllogisme, mais d'autre part, on peut croire de bonne foi ou faire croire de mauvaise foi qu'on vous présente un Tecmérion qui est un indice irréfutable et donc une preuve, alors que peut-être on se trompe ou peut-être qu'on cherche à tromper. Est-ce qu'on est pseudès ou abseudes? Et là, il fait allusion au fait qu'il y a ce vocabulaire qui pourrait être commenté ensuite par les spécialistes, c'est-à-dire que derrière cette racine tecmor, il y a l'idée d'achèvement, c'est-à-dire l'idée qu'après c'est terminé, l'idée qu'après il n'y a plus de débat possible. Alors, un énorme bond dans le temps. Pourquoi William m'a fait le plaisir de dire qu'il y a encore des professeurs de rhétorique? En fait, ce n'est pas qu'il y a encore des professeurs de rhétorique, c'est qu'il y a de nouveau des professeurs de rhétorique. Et nous avons une tradition à l'Université libre de Bruxelles qu'on appelle l'école de Bruxelles. Et cette tradition, on la doit au professeur Chaim Perelman, dont vous avez une photo là. Je vous le fais court pour qu'on puisse arriver rapidement en deuxième partie d'exposé. Ce que dit Perelman, qui est juriste, philosophe et logicien à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que notre éducation à la rationalité entièrement fondée sur le modèle cartésien, idéaliste, lui-même la petite sœur du modèle platonicien dont Ginsburg déplorait qu'elle ait écrasé le paradigme indiciaire, eh bien très simplement, Perelman dit ça fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné contre Hitler, ça n'a pas fonctionné contre la propagande de masse, et les démocraties du XXe siècle, avec leur formation que lui qualifie, vous voyez, de positiviste, n'ont pas été capables n'ont pas été efficaces ni utiles face aux enjeux de la parole publique et de la démocratie auxquels était confronté le XXe siècle. Et là, vous voyez son propos est sans appel, c'est que si nous voulons nous dégager définitivement, ça c'est très ambitieux, mais bon, peut-être pour un temps, du positivisme, donc ça ne veut pas dire que si on se dégage du positivisme, on entre dans l'obscurantisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le positivisme qui nous empêche de penser une rationalité complète. Et le message de Perelman est clair, c'est qu'il faut retourner à l'ancienne rhétorique. Je vous dis rapidement, sans vous lire tout cet extrait, mais comment lui est venue cette idée pour vous dire que la pensée du besoin du modèle rhétorique vient toujours d'une pensée concrète dans laquelle il y a très souvent une émotion politique ou éthique. C'était le cas de Perelman, qui, avec d'autres juristes, a été confronté à ce qui s'est passé au procès de Nuremberg, à savoir que, en toute rationalité juridique positiviste, il n'y avait aucun procès à organiser, tout simplement parce qu'il n'y avait aucune loi sous laquelle tombaient les crimes qui avaient été perpétrés. Et donc, c'est la limite de la rationalité positive du point de vue de Perelman. C'est une expérience de juriste, mais il a dit, il y a ce qu'on appelle l'école de l'exégète, c'est-à-dire qu'à un moment, le juge est obligé d'interpréter la loi dans un sens dont Perelman va dire ensuite qu'elle est raisonnable, à défaut d'être rationnelle, parce que tout simplement, il y avait la conviction qu'il était impossible de laisser impunis ces crimes horribles qui pourtant échappaient à un système de droit positif. Donc vous voyez que c'est pas simple, et là l'intelligence, elle est du regard du juge et de celui qui est capable d'interpréter la situation de crise, si je puis dire, dans un sens raisonnable. Et donc je reviens sur cette histoire d'intelligence, puisque
il y a, ça c'est un auteur plus récent, spécialiste de rhétorique, professeur émérite à Grenoble, bien connu de certains d'entre vous, qui a écrit un superbe livre qui s'appelle Le regard rhétorique, et au fond, dans lequel il vous explique que la rhétorique, c'est pas platement, comme on pense souvent, un art de la persuasion, pardon, c'est un art du regard. Et qu'est-ce que ça veut dire un art du regard, et surtout du regard intelligent? Ça veut dire, je le dis avec la belle plume poétique de Francis, que ce qu'il appelle voir le tout, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble, si vous voulez, ce n'est pas évident, un jeu de mots sur les vindentia latines, c'est-à-dire le fait d'avoir l'impression d'avoir la chose sous les yeux. Il dit par ailleurs, ça n'est pas tout le temps, c'est-à-dire il y a des moments où on est tous embrouillés dans l'obscurité, dans la brume, et puis pas du tout politiquement incorrect, ça n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'intelligence, je vous rassure, elle s'exerce avec la rhétorique évidemment, mais qui n'est pas évidente dans aucun sens de ce que Francis veut dire. Alors, la deuxième chose importante pour en arriver à ma thèse finale sur les théories du complot, c'est que cette intelligence du regard qui nous permet de voir le tout, mais pas tout le temps, elle s'exerce tout le temps à deux niveaux. Elle s'exerce sur notre besoin de vérité. Est-ce que ce que j'ai sous les yeux est bien vrai? Mais ce que dit Francis Goyer aussi, c'est que cet accès à la vérité n'est possible, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est le cœur du propos, cet accès à la vérité n'est possible que si je me fais une idée de ce que devrait être le vrai. Et cette idée, c'est ce que nous appelons en rhétorique le vraisemblable. Et ici, Francis Goyer insiste sur la métaphore du type, du typos, du modèle. C'est-à-dire, je ne peux pas voir ni comprendre quelque chose si je n'ai pas mentalement l'idée d'un type, d'un modèle, de ce à quoi ça devrait ressembler. Et parfois, on dit simplement, ça ne ressemble à rien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous et toutes partant de crise et avec énormément de théories du complot qui nous entourent, confrontés à ce problème-là que vous avez sous les yeux. Nous avons appris par notre éducation positiviste et un peu réductionniste à nous méfier de ceci. Vous savez ce que sont les pareidolies? Eh bien, ce sont des illusions où vous pensez, et on a accusé tous les cartomanciens de toutes sortes et liseuses de Bonaventure et dans le mar de café de faire ça. De vous dire, en fait, vous vous trompez, vous croyez. Alors, quand je le montre à mes étudiants, j'ai déjà plusieurs interprétations. Je ne sais pas si quelqu'un en a une, on pourra dire tout à l'heure, mais la plus courante, c'est que c'est une sorcière sur son balai qui vole au-dessus des toits de Paris. J'en ai eu d'autres. Hein. Bon. Eh bien, la vraie question est de savoir ce que nous faisons de ça. Est-ce que nous interdisons d'interpréter ça, ou est-ce qu'au contraire, comme le proposait Vermeer et d'autres peintres, nous nous amusons, nous nous exerçons à interpréter tous ensemble des formes qui simplement nous permettent de renouer avec notre besoin intellectuellement tout à fait rationnel de jouer avec nos interprétations. Eh ben, je terminerai avec ma thèse sur les théories du complot, qui est donc très complémentaire, puisqu'elle est réaliste à partir du modèle rhétorique, qui est assez complémentaire de certaines thèses idéalistes. Ma thèse, c'est que ça n'est pas irrationnel de faire ce que je vais vous expliquer. Vous connaissez certainement bien ces deux photos, en tout cas certainement celle de gauche. La plupart des adeptes des théories du complot ne font pas autre chose que ce dont je vous ai parlé jusqu'ici et dont je n'ai pas arrêté de vous dire que c'était éminemment rationnel et qu'en plus on a des appris de le faire et que donc on était coupé de cette part de notre rationalité. Je pense qu'une des grandes motivations conspirationnistes, c'est de faire ça. Et par exemple, je vous commente un peu plus longuement celle de gauche avant de vous montrer une petite vidéo qui retiendra les 2 dernières minutes de mon exposé. Celle de gauche, vous la reconnaissez tous et toutes. C'est une photo qui a été prise par la NASA
au moment, en 1969, de l'alunissage de la mission Apollo. Et je ne sais pas si... Enfin, je ne vais pas faire interaction comme avec mes étudiants, mais il est évident qu'il y a un indice, une étrangeté, quelque chose qui devrait nous troubler et qui est le fil par lequel tout va se tirer, c'est que le drapeau flotte, ou semble flotter, alors qu'il ne devrait pas, en toute vraisemblance, puisqu'on est sur la Lune, que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, et que donc, sur la Lune, les drapeaux ne flottent pas. Donc ça, vous voyez comment ça fonctionne. Il y a un indice, même avant l'indice, il y a une trace. Je suppose que Denis va en parler après moi, de la trace, on verra. Mais donc, il y a tout un raisonnement qui se fait très, très rapidement, qui va nous faire tomber sur la question du Tecmérion. C'est-à-dire, est-ce que c'est une preuve? Est-ce que c'est irréfutable? Est-ce que ça se place dans un syllogisme? Ou est-ce que ça produit un tel effet de vraisemblance qu'une fois qu'on a vu et compris ça, on se dit, mais c'est pas possible, ils ne sont pas allés sur la Lune, et ça a été pris dans un studio, comme vous connaissez la théorie, que c'est Kubrick qui avait filmé tout ça. Vous avez exactement le même raisonnement à partir de la lumière, enfin de la couleur, des rétroviseurs des deux frères qui étaient soupçonnés après les attentats de Paris, et vous avez exactement le même raisonnement qu'avec le drapeau et les rétroviseurs, à savoir, il y a une étrangeté, c'est l'indice de quelque chose, que quelque chose ne va pas, et de là, on construit tout un raisonnement qu'on va présenter la plupart du temps comme un Tecmérion et quelque chose d'irréfutable. Mais pendant ce temps-là, nous faisons travailler notre machine à interprétation. Et là, je suis en train de le terminer, il est tout frais sorti de chez l'éditeur. Ce qui est intéressant, c'est que donc le psychiatre Serge Tisseron, lui, s'intéresse beaucoup au déni, mais c'est évidemment un autre aspect du problème, puisque le déni, c'est une pathologie du regard. Moi, je vous explique que la rhétorique, c'est l'intelligence du regard, donc c'est l'autre côté du miroir. Et ce qu'il dit, et qui est très intéressant, et qui va être illustré par l'extrait que je vais vous montrer maintenant, c'est que une bonne théorie du complot, ça nécessite des compétences logiques. Vous devez savoir construire un Tecmérion, le placer dans un syllogisme et faire tout le boulot de la science moderne, mais vous devez aussi avoir un sens narratif très aiguisé. Et là, ce qui est très intéressant et qui va être illustré par ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il insiste sur le fait apparemment contre-intuitif, que plus la conclusion est surprenante, plus il est important que le raisonnement paraisse indiscutable. Vous voyez que c'est presque les mêmes termes qu'Aristote. On croit présenter quelque chose comme irréfutable, et d'autant plus quel est le moyen par lequel ceux qui adorent se mettre en avant, donc là, ils critiquent ceux qui, bien sûr, après vont être invités par les médias pour présenter leur théorie du complot. Et donc celui que je vais vous présenter là, peut-être vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est vraiment notoirement conspirationniste, qui a sa chaîne, qui maintenant a disparu de YouTube, mais qui continue. Vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir accès à sa chaîne. Et là, nous sommes... vous voyez, en juillet 2021, et c'est juste avant les deux annonces que va faire le président Macron pour dire qu'il va y avoir un reconfinement. Je vous laisse regarder et on commentera ensuite en guise de conclusion. Chiffres, parce que j'ai appris il y a quelques jours que le Parlement en France allait débattre du pass sanitaire le mercredi 21 juillet à 15h et à 21h30. Et quand j'ai vu 15h et 21h30, je me suis dit, mais pourquoi 15h et pourquoi 21h30? Et là, j'ai vu tout de suite 1 plus 5 égale 6, 21h30, c'est 2 plus 1 plus 3, ça fait 6 aussi. Et je me suis dit, non, ils ne l'ont pas fait quand même. Et donc, j'ai regardé 21/7/2021, ça fait 15, 1 plus 5 égale 6. 6, 6, 6, ça ne vous dit rien? Et vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais sachez que les Illuminati, ces gens qui sont à la tête du monde, là,
s'amuse avec les chiffres symboliques en permanence. Dois-je vous rappeler que le brevet de monnaie numérique déposé par Bill Gates il y a quelques années, qui serait contrôlé par l'activité corporelle, c'est un brevet qui est WO 2020 06 06 06. Les codes barres, c'est 666, etc., etc. Donc, voilà, on est encore dans la marque de la bête, une fois de plus. Mais quand je vois que même l'heure à laquelle le Parlement devait débattre a été fixée en fonction de cela, je me dis, mais où sommes-nous? Voilà. Alors, donc tout le monde sait que 666, c'est le chiffre de la bête, de l'antéchrist. Donc ça veut dire que ce qu'il a trouvé en termes de Tecmérion, on en rit, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que toute la séquence que vous venez de voir est parfaitement régulière en termes de calcul, évidemment, en termes de raisonnement, si j'ose dire, et ensuite, il y a la machine narrative et interprétative qui s'emballe, et ça part dans tous les sens, mais Tisseron vous explique que c'est normal de faire ça, et que quelque part le lien avec sa conclusion surprenante est parfaitement cohérente avec ce qu'il vous dit là. Alors ce monsieur a beaucoup de succès, et bien entendu, comme tous ceux qui ont beaucoup de succès dans ces sphères-là, joue aussi avec le fait qu'il y a une forme de censure et d'autocensure. Je crois que nous sommes tous très démunis par rapport à ces phénomènes-là, que nous devons, malgré notre envie de rire, prendre ça très très au sérieux, parce qu'il y a un véritable succès, et que ma proposition à moi, je crois que vous l'aurez comprise, c'est que la première chose à faire, c'est de prendre notre besoin d'interpréter les signes et les énigmes au sérieux. Et ça, c'est pour le plaisir de terminer sur une conclusion poétique de Camus, que nous adorons tous, et qu'il dit pas autre chose que ça, c'est que derrière quelque chose qui n'est certainement pas le maigre non-sens, il y a l'énigme, c'est-à-dire un sens qu'on déchiffre mal parce qu'il éblouit. Je vous remercie.